Pendant moins d'une minute, 47 secondes précisément, le paysage politique français a basculé à jamais. Ce moment bref mais foudroyant a marqué un tournant décisif. Marine Le Pen venait de refermer un piège soigneusement affûté, destiné à écraser son adversaire du jour, le jeune Premier ministre Sébastien Lecornu. Son regard chargé de condescendance guettait l'instant où le trentenaire allait flancher, bafouiller misérablement, peut-être même tenter une pirouette verbale pour s'échapper. Elle se voyait déjà maîtresse du jeu, savourant l'humiliation de ce bleu sous les yeux de toute l'assemblée. Mais soudain, Lecornu s'est levé, lentement, avec un calme glaçant, et les mots qu'il a prononcés ensuite ont figé l'hémicycle comme si le temps lui-même avait cessé de tourner. Ce jour-là, il ne s'agissait pas d'une énième passe d'armes entre figures politiques en quête de micro ou d'une banale escarmouche rhétorique comme on en voit fleurir chaque semaine dans l'arène du Palais Bourbon. Non, c'était tout autre chose. Ce fut l'instant charnière, ce point de bascule rare où un visage nouveau a osé bousculer l'architecture poussiéreuse du pouvoir établi. Un moment cristallin où le doute n'était plus permis, l'ère de suprématie incontestée du Rassemblement national sur les bancs de l'Assemblée venait de vaciller, peut-être même de s'effondrer pour de bon. 15 janvier 2026, hémicycle de l'Assemblée nationale Paris. Pour Marine Le Pen, ce jour-là n'était censé être qu'une formalité, un énième épisode de suprématie tranquille dans un Parlement qu'elle pensait maîtriser comme sa poche. Depuis ce fameux scrutin de juin 2022 où le Rassemblement national avait réalisé une percée historique, elle s'était imposée lentement, mais sûrement comme la gardienne incontournable de l'opposition. Rien ne se décidait sans qu'elle ait levé le pouce ou les baissé. À chaque nouveau locataire de Matignon, le rituel se répétait manœuvre prudente, concession pénible, marchandage en coulisses, et pour les plus malchanceux, quelques séances d'humiliation politique en direct simplement pour espérer gratter un soupçon de neutralité de sa part, une vraie démonstration de pouvoir à l'ancienne parfaitement rodée, jusqu'à ce fameux jour. À peine 7 jours avant le vote de confiance décisif, une réunion discrète presque clandestine s'était tenue tard dans la nuit, dans le QG feutré du 8e arrondissement. Marine Le Pen, installée dans son vaste bureau tapissé de photos, retraçant des décennies de combats politiques, observait ses fidèles stratèges rassemblés autour d'elle. Jordan Bardella, figure montante et président du parti, avait pris place parmi les quelques cerveaux influents conviés pour cette séance cruciale. L'atmosphère rappelait davantage un état-major en pleine préparation de bataille qu'une simple réunion politique. Graphiques, sondages, courbes d'opinion, tout était passé au crible avec une précision chirurgicale. Ce Lecornu commence sérieusement à nous poser problème, soupira Marine en parcourant les derniers chiffres projetés devant elle. Il dégage une assurance totalement disproportionnée pour un petit nouveau, et la presse l'adore. Les Français s'attachent à lui beaucoup trop vite. On doit lui rappeler, et vite, qui tient réellement la barre dans ce pays, qui commande vraiment. Cette nuit-là, entre 2 cafés serrés et des regards complices, un plan avait été ficelé avec une précision chirurgicale. Simple sur le papier, mais conçu pour frapper là où ça fait mal. Le moment clé, le vote de confiance sur le budget 2026. L'idée, faire descendre Lecornu de son piédestal devant toute la nation et lui rappeler brutalement qu'il n'était qu'un pion de plus sur l'échiquier politique, pas le maître du jeu. Marine comptait dégainer tout son arsenal, pendant moins d'une minute, 47 secondes précisément, le paysage politique français a basculé à jamais. Ce moment bref mais foudroyant a marqué un tournant décisif. Marine Le Pen venait de refermer un piège soigneusement affûté, destiné à écraser son adversaire du jour, le jeune Premier ministre Sébastien Lecornu. Son regard chargé de condescendance guettait l'instant où le trentenaire allait flancher, bafouiller misérablement, peut-être même tenter une pirouette verbale pour s'échapper. Elle se voyait déjà maîtresse du jeu, savourant l'humiliation de ce bleu sous les yeux de toute l'assemblée. Mais soudain, Lecornu s'est levé, lentement, avec un calme glaçant, et les mots qu'il a prononcés ensuite ont figé l'hémicycle comme si le temps lui-même avait cessé de tourner. Ce jour-là, il ne s'agissait pas d'une énième passe d'armes entre figures politiques en quête de micro ou d'une banale escarmouche rhétorique comme on en voit fleurir chaque semaine dans l'arène du Palais Bourbon. Non,
c'était tout autre chose. Ce fut l'instant charnière, ce point de bascule rare où un visage nouveau a osé bousculer l'architecture poussiéreuse du pouvoir établi. Un moment cristallin où le doute n'était plus permis, l'ère de suprématie incontestée du Rassemblement national sur les bancs de l'Assemblée venait de vaciller, peut-être même de s'effondrer pour de bon. 15 janvier 2026, hémicycle de l'Assemblée nationale Paris. Pour Marine Le Pen, ce jour-là n'était censé être qu'une formalité, un énième épisode de suprématie tranquille dans un Parlement qu'elle pensait maîtriser comme sa poche. Depuis ce fameux scrutin de juin 2022 où le Rassemblement national avait réalisé une percée historique, elle s'était imposée lentement, mais sûrement comme la gardienne incontournable de l'opposition. Rien ne se décidait sans qu'elle ait levé le pouce ou les baisser. À chaque nouveau locataire de Matignon, le rituel se répétait manœuvre prudente, concession pénible, marchandage en coulisses, et pour les plus malchanceux, quelques séances d'humiliation politique en direct simplement pour espérer gratter un soupçon de neutralité de sa part, une vraie démonstration de pouvoir à l'ancienne parfaitement rodée, jusqu'à ce fameux jour. À peine 7 jours avant le vote de confiance décisif, une réunion discrète presque clandestine s'était tenue tard dans la nuit, dans le QG feutré du 8e arrondissement. Marine Le Pen, installée dans son vaste bureau tapissé de photos, retraçant des décennies de combats politiques, observait ses fidèles stratèges rassemblés autour d'elle. Jordan Bardella, figure montante et président du parti, avait pris place parmi les quelques cerveaux influents conviés pour cette séance cruciale. L'atmosphère rappelait davantage un état-major en pleine préparation de bataille qu'une simple réunion politique. Graphiques, sondages, courbes d'opinion, tout était passé au crible avec une précision chirurgicale. Ce Lecornu commence sérieusement à nous poser problème, soupira Marine en parcourant les derniers chiffres projetés devant elle. Il dégage une assurance totalement disproportionnée pour un petit nouveau, et la presse l'adore. Les Français s'attachent à lui beaucoup trop vite. On doit lui rappeler, et vite, qui tient réellement la barre dans ce pays, qui commande vraiment. Cette nuit-là, entre 2 cafés serrés et des regards complices, un plan avait été ficelé avec une précision chirurgicale. Simple sur le papier, mais conçu pour frapper là où ça fait mal. Le moment clé, le vote de confiance sur le budget 2026. L'idée, faire descendre Lecornu de son piédestal devant toute la nation et lui rappeler brutalement qu'il n'était qu'un pion de plus sur l'échiquier politique, pas le maître du jeu. Marine comptait dégainer tout son arsenal, ses années de rodage parlementaire, ses relations internationales tissées à la sueur de 1000 réunions diplomatiques et ce charisme de vieille lionne politique qu'elle savait imposant. Face à elle, un ex-ministre de la Défense, à peine sorti des bureaux du Pentagone, version française encore parfumée à la moquette de l'OTAN. 39 ans la fougue, mais pas l'écrou. Le but, l'écraser avec méthode. L'écrabouiller symboliquement sans scier sous les projecteurs de toutes les chaînes d'infos, et surtout envoyer un message limpide à la classe politique parisienne, sans l'ombre d'un feu vert du Rassemblement national explicite, où murmurer aucune majorité ne tiendra debout bien longtemps. Le décor était planté, la scène prête à l'humiliation publique. Ce garçon vient à peine de faire ses premiers pas en politique, lançait Marine Le Pen, l'air presque amusé à ses fidèles réunis dans son bureau. Le regard hautain, elle affichait ce demi-sourire si typique de ceux qui savent à l'avance qu'ils vont gagner. Moi, je siège ici depuis des années. Chaque ligne du règlement, chaque subtilité de procédure parlementaire, je les connais comme ma poche. Dans cette enceinte, c'est moi qui fixe le tempo, et il ne tardera pas à s'en rendre compte. Dans son esprit, le doute n'existait pas. Le scénario de la victoire était déjà écrit. Depuis des lustres, tous les chefs de gouvernement français, sans exception, avaient un passage obligé venir frapper à sa porte. Que ce soit pour éviter un naufrage ou sécuriser un vote crucial, tous finissaient par chercher son aval. Édouard Philippe contraint de manœuvrer avec des pincettes. Jean Castex obnubilé par la quête de compromis. Elisabeth Borne. Elle avait tenté le bras de fer et s'était brisée net. Quant à Gabriel Attal, il avait d'abord résisté avant de s'aligner lui aussi sur plusieurs points clés. Aucun n'avait échappé à la règle officieuse dictée depuis des années par le Rassemblement national. Une règle silencieuse, mais implacable.
Mais ce que Marine Le Pen n'avait pas vu venir, c'est qu'elle venait de sous-estimer l'homme de trop. Une erreur monumentale, une faute tactique de haut vol. Et cette fois, elle allait en payer le prix fort. Elle avait pris Sébastien Lecornu pour un Premier ministre de plus, à mater une version remixée des précédents malléables à souhait. Grosse erreur, car ce nouveau locataire de Matignon n'était pas un politique classique. Depuis sa nomination surprise en septembre, il avait scruté, disséqué, analysé chaque geste du Rassemblement national avec la précision froide d'un stratège de terrain. Rien ne lui avait échappé. Sa posture, celle d'un officier formé au jeu d'influence, habitué à lire les conflits, avant même qu'ils n'éclatent. Et ce qu'il avait vu était limpide, une Marine Le Pen qui cherchait systématiquement à imposer ses règles comme si l'Assemblée était son royaume privé, verrouillant les débats, neutralisant les oppositions, étouffant toute voix qui ne chantait pas dans sa partition. Une main de fer déguisée en fausse légitimité parlementaire. Et lui, il n'avait pas l'intention de jouer dans ce théâtre-là. Sébastien Lecornu, ce profil discret à la voix posée, au regard toujours en alerte, n'était pas de ceux qui jouent selon les règles écrites par d'autres. Ce qu'il avait décidé en silence, mais avec une détermination absolue, c'était de renverser la table. Réécrire le code du jeu politique français. Et pas à coup de slogans avec méthode, stratégie et sang-froid. Ce que personne ne savait pas, même les plus proches collaborateurs du président Macron, ni les conseillers tapis dans les salons ouatés de l'Élysée, ni même l'équipe fraîchement installée dans les bureaux de Matignon, c'est qu'au soir même de sa nomination, une autre partie avait déjà commencé. Une autre partie menée par 3 esprits de l'ombre. 3 noms que le public ne retiendrait peut-être jamais, mais dont l'efficacité, elle allait laisser des traces. Des invisibles en apparence, mais des architectes redoutables dans l'arrière-cour du pouvoir. Le premier pion essentiel de cette équipe de l'ombre s'appelait Claire Dubois. 52 ans au compteur et une mémoire politique digne d'une encyclopédie vivante. Pendant plus d'une décennie, elle avait navigué dans les coulisses du pouvoir sans jamais faire de bruit, disséquant le moindre recoin des textes de loi, décodant chaque procédure obscure du Palais Bourbon avec une rigueur presque chirurgicale. Elle connaissait le Parlement comme d'autres connaissent leur salon. Ce soir-là, en faisant glisser un classeur bien rempli sur la table, elle s'était adressée à Lecornu avec un calme désarmant. « Monsieur le Premier ministre, Marine Le Pen a une faiblesse que même elle ignore. Elle croit que la domination vient du nombre et de l'ancienneté. Mais ce qu'elle oublie, c'est que les règles, celles qu'elle pense maîtriser, peuvent être retournées contre elle avec précision, et sans faire de bruit. » Puis vient le second cerveau du trio, Thomas Mercier, 45 ans passés du journalisme politique à l'art du contre-feu médiatique. Lui, il connaissait le RN de l'intérieur pour avoir suivi ses moindres mouvements pendant une décennie au journal L'EM. Il savait comment il pense, comment il frappe, et surtout, quand. Son avertissement à Lecornu fut bref mais percutant. Premier débat important. Elle tentera de vous faire tomber devant les caméras. Ce n'est pas une hypothèse. C'est son style. Elle vise l'humiliation, pas la discussion. C'est sa recette préférée face aux novices. Elle vous dresse un décor parfaitement huilé, prépare ses formules comme des pièges à ours, vous pousse à sortir de vos gonds sous l'œil des caméras, puis transforme chaque mot que vous avez prononcé en arme de destruction politique pendant des semaines. Classique Marine, le dernier membre du quatuor restait discret mais pesait lourd, Jean-Marc Fontaine, 67 ans. Professeur émérite et grand connaisseur des rouages de la veuve République. Ce soir-là, les 4 cerveaux avaient planché sans lever les yeux de leur dossier jusqu'à l'aube. Quand Claire Dubois avait osé suggérer un plan aussi brillant qu'audacieux, Lecornu avait esquissé un sourire tendu. C'est un pari risqué. Si on rate le coche, ma carrière saute avec. Et si ça passe, avait soufflé Mercier. Alors elle réalisera enfin qu'elle n'a plus le monopole du jeu. Et puis voilà, 15 janvier 2026. L'hémicycle est rempli à craquer, l'atmosphère est électrique. Marine Le Pen fait son entrée entourée de ses fidèles sûrs d'elle comme une actrice principale avant son monologue. À 15h30 tapante, elle prend la parole sans attendre. « Mesdames, Messieurs les députés, dit-elle, ravis de débattre de l'avenir du pays, ses yeux vont droit vers Lecornu. Le ton est posé, mais le sous-texte est acide.
La France souffre inflation galopante, insécurité qui explose, chômage persistant. Et qu'est-ce qu'on nous envoie? Un petit nouveau tout droit sorti du ministère de la Défense. Le message est limpide, ce Premier ministre est un parachuté sans légitimité. Monsieur Lecornu, 2 années à acheter des avions, c'est bien. Mais piloter un pays, ce n'est pas piloter des Rafales. C'est entendre la détresse des Français. L'attaque est lancée, chirurgicale, calculée. Et ce n'est que le début. Marine poursuivait sa mise en scène, chaque mot un fil tendu, prêt à claquer. Ce budget que vous défendez, c'est du pur technocratisme. Des chiffres sortis des bureaux feutrés de Bercy, rédigés par des énarques qui n'ont jamais foulé une usine en faillite ni marché dans un couloir d'hôpital déserté par le personnel. Chaque phrase déclenchait des applaudissements nourris dans l'hémicycle. Et savez-vous ce qui manque cruellement ici? La France, les Français, ma vraie priorité. Puis sans ciller, elle passa à l'offensive personnelle. Monsieur le Premier ministre, votre loyauté envers Macron est admirable. Mais attention, la loyauté envers un homme ne peut jamais se transformer en trahison envers tout un pays. Un silence pesant s'abattit. Vous avez été un excellent ministre de la Défense, mais diriger la France, c'est une autre dimension. C'est protéger l'intérêt national face aux diktats venus de Bruxelles. Et voici que le piège final surgit. Marine déplia une feuille avec lenteur presque théâtrale. Monsieur le Premier ministre, j'ai ici une série de questions simples, compréhensibles par n'importe quel citoyen français. Incapable d'y répondre, alors vous n'êtes pas qualifié pour gouverner. Le calme tomba comme un coup près. Même la majorité retenait son souffle suspendu à ses lèvres. Première question, combien coûte exactement une baguette aujourd'hui en France? Lecornu resta de marbre. Aucune réaction, visage impassible. Il savait parfaitement qu'il marchait sur un terrain miné, un piège ciselé depuis des semaines. Deuxième petite devinette, lança-t-elle avec une fausse douceur, le salaire mensuel moyen d'une infirmière dans un hôpital public, ça monte à combien? Son sourire désormais pleinement assumé trahissait sa certitude de tenir sa proie. Elle flairait une victoire imminente, presque déjà acquise. Troisième interrogation, poursuivit-elle, sans respirer, combien de migrants entrent-ils légalement en France en une année? Donnez-moi le chiffre exact. Et la rafale ne s'arrêtait pas. Les questions tombaient l'une après l'autre, tranchantes, calibrées, pour découper patiemment l'image du Premier ministre et l'exposer comme totalement étranger aux réalités du pays. Quatrième point, combien d'agriculteurs ont mis la clé sous la porte en 2025 à cause des normes européennes? Cinquième, quel est le vrai taux de chômage dans les zones les plus fragiles? À chaque nouvelle attaque, Marine plantait ses yeux dans ceux de Lecornu, mélange de provocation et de dédain comme pour appuyer davantage la lame qu'elle enfonçait lentement. Vous le constatez tous, n'est-ce pas, mesdames et messieurs les députés? Lança-t-elle en élargissant son geste comme une actrice en pleine représentation. Notre jeune Premier ministre est visiblement incapable de répondre à des questions d'une simplicité infantile. Pourquoi? Parce qu'il ignore tout. De la vraie France, celle qui serre les dents, qui peine, qui se bat chaque jour. Elle marqua une pause, savourant sa mise en scène. Oh, les couloirs feutrés de Matignon, il les connaît par cœur. Les salons éclatants de l'Élysée, les réceptions mondaines de l'OTAN, cela oui. Mais la France qui souffre, la France, debout la France qui ne lâche jamais, celle-là lui est étrangère. Le piège désormais verrouillé se refermait avec une précision chirurgicale. Répondre et chaque mot serait passé au crible. Se taire et il passerait pour un dirigeant déconnecté de son propre pays, un cul-de-sac parfait. Alors elle dégaina son dernier atout sûr d'elle, presque triomphante. « Je soumets donc une proposition pleine de bon sens. Reportons le vote de confiance de quelques semaines. Laissons à Monsieur Lecornu le temps de découvrir la France authentique. Qu'il visite nos ateliers, nos champs, nos hôpitaux. Et quand il aura enfin compris ce pays, alors seulement nous voterons. » C'était une mise en scène d'une cruauté assumée, une humiliation publique XXL. Dans le fond, Le Pen insinuait que le Premier ministre avait besoin d'un retour sur les bancs de l'école. Et si M. Lecornu refuse cette proposition pourtant pleine de bon sens, lança-t-elle d'une voix soudain plus forte, alors nous voterons contre son budget et nous expliquerons aux Français pourquoi nous refusons d'appuyer un gouvernement mené par quelqu'un qui ne les comprend pas.
Elle regagna tranquillement son siège affichant un sourire triomphant. Pour elle, le scénario déroulait exactement comme prévu. Elle s'attendait aux classiques excuses maladroites ton conciliant promesse de discussion. Sauf que cette fois, rien ne suivit le script habituel. Sébastien Lecornu se leva lentement, presque comme dans une scène au ralenti. Aucun signe de stress, aucune fébrilité. On aurait dit un homme enfin face au moment qu'il préparait depuis longtemps. « Madame Le Pen », dit-il d'une voix d'une tranquillité glaçante mais étonnamment assurée, « merci pour cette intervention, très instructive. » Dans cette simple phrase, dans cette tonalité tranquille mais tendue d'acier, quelque chose fit instinctivement se raidir Le Pen. Lecornu s'avança vers le micro, planta son regard dans le sien, sans le moindre clignement. « Madame Le Pen, merci pour ce rappel de votre riche parcours. » Il la fixait sans ciller. 7 années sur ses bancs, une belle longévité en effet. Mais regardons ce que cela a produit concrètement. Il leva une main comme pour énoncer un verdict. Combien de lois avez-vous réussi à faire adopter durant tout ce temps? Je vais vous mâcher le travail 3. 3 textes sans grande portée. 7 ans pour 3 lois, difficile de faire plus maigre. Elle tenta d'intervenir, mais il enchaîna. Et vos amendements 267, déposés 60% acceptés. Vous appelez ça de l'expérience. L'expérience, madame, se juge au résultat et les vôtres sont tristement moyens. Dans les rangs, quelques députés chuchotaient, surpris du retournement. Vous représentez le Pas-de-Calais, n'est-ce pas? Alors dites-nous combien de fois avez-vous mis les pieds dans votre circonscription l'an dernier 12? Une petite visite par mois. Bravo. Un sarcasme aiguisé comme une lame. Et vous m'interrogez sur le prix d'une baguette? Très bien. À votre tour, quand avez-vous acheté du pain vous-même, sans caméra, sans mise en scène? Le visage de Le Pen se décomposait. Vous osez parler de déconnexion. Vous habitez 200 000 Prairies dans le 16e arrondissement. Vous ne voyagez qu'en première classe. Vous dînez dans les restaurants les plus cotés. Et c'est moi que vous accusez d'être coupé du pays. Chaque phrase tombait comme un coup de marteau. Jetons un œil à votre emploi du temps de 2025, voulez-vous? Il feuilleta des documents invisibles avec une précision chirurgicale. Sur les 100 départements français, vous en avez foulé 23. Moi, 67 départements en 2 ans. La comparaison claquait comme une gifle. Vous évoquez les agriculteurs. Très bien. Combien de jours avez-vous passé sur une exploitation l'an dernier? 0. Pas une seule journée. Moi 12 dans des fermes différentes. Et les infirmières dont vous parlez? Tant. Savez-vous que votre groupe parlementaire a voté contre l'augmentation de leur salaire? Les applaudissements du RN s'étaient évaporés comme coupés net au couteau. Il reprit implacable. Venons-en à votre fameuse suggestion maintenant. Vous proposez que je fasse un petit stage de plusieurs semaines pour apprendre à connaître la France. Voici ma réponse, non. Le mot explosa dans l'hémicycle lourd massif. Non parce que pendant que vous jouez vos numéros devant les caméras des Français attendent des résultats, des hôpitaux tournent à flux tendu, des écoles tombent en ruine. Non parce que je suis ici pour gouverner, pas pour participer à votre théâtre politique. Le contraste sautait aux yeux. Le budget que vous critiquez représente des mois de travail, des centaines d'heures de dialogue. Et qu'y trouve-t-on? Une augmentation salariale pour les infirmières, des mesures de soutien aux agriculteurs, des investissements dans la sécurité. Chaque point pulvérisait une accusation de Le Pen. Mais vous n'en dites rien car admettre que ce gouvernement fait avancer les choses ne convient pas à votre récit permanent de chaos. Alors vous déformez, vous truquez, vous manipulez. Puis il conclut d'une voix glaciale. Voici donc ce qui va se passer. Ce vote, il n'attendra pas 3 semaines. Il n'attendra même pas demain. Il aura lieu aujourd'hui, maintenant. Sa voix vibrait d'une assurance glaciale. Si vous considérez que ce budget est mauvais, alors faites-le. Votez contre, assumez jusqu'au bout. Le défi claquait comme un gant jeté au sol. Mais si votre seul objectif est de semer le désordre juste pour alimenter le tumulte, alors les Français verront clair dans votre jeu. Le regard était un avertissement à peine voilé. Ils comprendront que vous n'êtes pas une opposante qui propose, mais une opposante qui bloque, que vous cassez beaucoup, mais que vous ne construisez jamais.
Le reproche était frontal, implacable. « Vous savez ce qui nous sépare, vous et moi ?» Il marqua une pause. « Vous transformez les souffrances des Français en slogans électoraux. Moi, je veux les soulager parce que je les ai réellement connus. L'Assemblée retenait son souffle. Je suis né à Rouen. Mon père travaillait sur une chaîne de montage. Ma mère faisait des nuits blanches dans un hôpital public. Nous vivions dans 60 mètres carrés. Sans les bourses de l'État, je n'aurais jamais poursuivi mes études. » Son récit était brut, sans fioriture et d'autant plus puissant. Contrairement à certains, je ne suis pas né avec un parti dans le berceau. Sa voix posée mais incisive traversa l'hémicycle. Je n'ai hérité d'aucun fief électoral, d'aucune dynastie politique. Je ne viens pas des appartements luxueux du 16e. Je viens d'un endroit où chaque euro comptait, où l'on avançait seulement grâce au travail, pas grâce au patronyme. La différence avec la famille. Le Pen était tranchante, crut impossible à ignorer, et puis soudain il prononça la phrase qui allait redessiner le paysage politique français. Lecornu s'immobilisa. Il inspira lentement, puis leva les yeux vers Marine Le Pen, la regardant comme on fixe une vérité inévitable. Son visage ne tremblait pas un clignement. Puis, d'une lenteur calculée, il lâcha ces mots, des mots qui figèrent littéralement tout l'hémicycle, Madame Le Pen. « Voilà 30 ans que vous promettez de sauver la France. Et en 3 décennies, la seule chose que vous avez réellement préservée, c'est votre carrière. Une carrière bâtie sur la peur, l'exagération et les illusions. » Un silence renversa la salle. Un silence écrasant. On aurait juré entendre un stylo tomber sur le marbre. Marine Le Pen ne bougeait plus, raide comme une sculpture figée. Son expression impassible en surface trahissait dans le regard un coup porté au plus profond. Les députés du RN pétrifiés attendaient un signe, un mot, un souffle. Rien. Et Lecornu implacable poursuivit. « À quel moment déciderez-vous d'aider réellement ce pays plutôt que de le brandir comme un marchepied pour vos ambitions personnelles ?» La phrase resta suspendue, lourde comme une sentence judiciaire. Pour la première fois depuis des décennies de joutes politiques, Marine Le Pen resta totalement silencieuse. Aucune répartie, aucune défense, rien. Le président de l'Assemblée tenta maladroitement de reprendre les commandes de la séance. « Monsieur le Président, j'en ai terminé. Je réclame que l'Assemblée procède immédiatement au vote. » La phrase claqua comme un verrou qu'on referme. Un mouvement de surprise traversa l'hémicycle. C'était une manœuvre calculée au millimètre. Je me fonde sur l'article 49 alinéa de la Constitution. Je le déclenche officiellement. Dans les tribunes, Claire Dubois affichait un sourire victorieux. C'était exactement le scénario qu'elle avait dessiné des semaines auparavant. Le scrutin commença. 3 minutes. 3 interminables minutes où chaque seconde semblait durer une éternité. Puis les chiffres apparurent pour 220 contre 20. Mais le séisme était ailleurs. 50 députés du RN avaient choisi l'abstention. 50 élus qui, pour la première fois depuis la création du parti, ne suivaient plus mécaniquement leur chef. Marine Le Pen resta figée devant l'écran, les yeux écarquillés. Ce n'était pas une simple gifle politique, c'était une humiliation intime, un effondrement symbolique, la première brèche dans son autorité jusque-là incontestée. Lecornu, lui, se leva avec une sobriété presque déroutante. Un bref salut à l'Assemblée, puis il quitta l'hémicycle. Aucun sourire, aucune célébration. Juste le calme d'un homme qui venait d'accomplir ce qu'il avait à faire. Dans le couloir, les journalistes se ruèrent sur lui, Monsieur le Premier ministre, un commentaire sur cette victoire historique. Il répondit simplement « Ce n'est pas une victoire personnelle, c'est un vote de confiance. Maintenant, le vrai travail commence. » Dans les heures qui suivirent, une véritable déferlante secoua le pays. Partout, absolument partout, le face-à-face. Lecornu Le Pen s'imposa en tendance numéro 1. Les extraits vidéo explosaient, les compteurs, plusieurs millions de vues en un après-midi, des partages frénétiques, des montages, des analyses minute par minute. Au siège du RN, c'était la débâcle. Marine Le Pen s'était retranchée dans son bureau, porte fermée, refusant tout contact. Elle repassait en boucle le même chiffre, 50 abstentions. 50 élus qui pour la première fois avaient osé s'écarter d'elle. 50 fissures qui annonçaient
peut-être l'effondrement d'un mur qu'elle croyait indestructible. Le lendemain, les kiosques affichaient un spectacle unanimement spectaculaire. Le Figaro inscrivait en énorme « Le Pen balayé par Le Cornu ». Libération jubilait, le Premier ministre démonte la machine rhétorique du RN. Le Monde, plus analytique, parlait d'un tournant stratégique dans la façon d'affronter les discours populistes, et les conséquences ne tardèrent pas. En quelques semaines seulement, la chute fut nette, 6 points de popularité envolés pour Marine Le Pen. Son image de leader inébranlable s'effritait visiblement. À l'inverse, Le Cornu voyait son aura grandir. Ses ministres changeaient subtilement d'attitude, plus de respect, plus de retenue. Même ses opposants lui reconnaissaient désormais une stature nouvelle. Mais le changement le plus profond ne se mesurait pas en sondage, il s'installait durablement dans la culture politique française. Pendant longtemps, les partis traditionnels avaient évité l'affrontement frontal avec le RN, par crainte d'être broyés dans le duel. Le Cornu lui venait de démontrer magistralement qu'on pouvait tenir tête au populisme en opposant des faits solides, du sang-froid et une fermeté sans trembler. Très vite, nombre de responsables politiques commencèrent à s'inspirer de cette approche. On parlait désormais d'une doctrine Le Cornu, d'une méthode à part entière, presque une nouvelle école stratégique. En avril 2026, Marine Le Pen tenta désespérément de reprendre la main. Immense meeting à Lyon, 8000 militants chauffés à blanc. Ce Premier ministre croit pouvoir nous humilier. La foule hurlait « Démission, démission !» Mais Le Cornu porta alors l'estocade la plus inattendue et la plus cruelle, il choisit l'indifférence totale. Aucune réponse, aucun commentaire. Marine Le Pen peut dire ce qu'elle veut. Moi, je m'occupe des Français. Je n'ai pas de temps à perdre dans des querelles inutiles. Être ignoré, c'était 1000 fois pire que d'être attaqué. Le Pen enchaîna alors les sorties médiatiques, multipliant les pics, les critiques, les provocations. Et invariablement, Le Cornu se contentait de répéter imperturbable « Je travaille ». Et plus il l'ignorait, plus elle semblait obsédée, incapable de tourner la page. Juin 2026 a marqué un moment de bascule spectaculaire. Un sondage national révélait que 62% des Français adhéraient désormais à la fameuse méthode Le Cornu. Plus surprenant encore, 34% des sympathisants du RN eux-mêmes réclamaient que leur parti adopte une attitude plus constructive. Un véritable tremblement de terre dans le paysage politique. Puis en septembre, l'imprévisible frappa. Lors d'un déplacement officiel, Le Cornu fut la cible d'une agression physique. L'auteur, un activiste d'extrême droite identifié comme proche de la mouvance du RN, un tel événement aurait pu pulvériser définitivement l'image de Marine Le Pen. Mais Le Cornu, dans une déclaration solennelle digne d'un chef d'État, prit tout le monde de court. Je refuse absolument d'imputer au Rassemblement national la responsabilité morale de l'acte criminel d'un seul individu. La violence politique est intolérable, mais accuser tout un mouvement serait également une faute grave. Le pays entier resta bouche bée devant cette hauteur morale. Et pour la première fois depuis des décennies, Marine Le Pen prit la parole sans agressivité aucune. Je remercie sincèrement le Premier ministre pour son sens de la justice et son intégrité. Un aveu rare, presque historique. Octobre 2026 a vu surgir ce qu'aucun analyste n'aurait osé prévoir. Marine Le Pen a soutenu un amendement venu tout droit du gouvernement Le Cornu. Une simple ligne votée dans l'hémicycle, mais un séisme politique dans son symbolisme. C'était l'aveu discret mais incontestable que la stratégie de l'opposition systématique avait atteint ses limites. Un mois plus tard, lors des commémorations du 11 novembre sous l'Arc de Triomphe, l'impensable est devenu image d'actualité. Le Pen et Le Cornu se sont serrés la main devant les caméras du monde entier. « Vous avez remporté cette bataille politique », murmura-t-elle presque inaudiblement. « Il ne s'agit pas d'une bataille, madame. Il s'agit du pays et de ce qu'il devient, je le sais. C'est justement la raison pour laquelle vous avez gagné. Quelques secondes d'échange, pas plus. Mais ces quelques secondes ont refermé définitivement tout un chapitre de la vie politique française. 1 an jour pour jour après ces fameuses 47 secondes qui ont retourné le paysage politique français, le pays ne ressemble plus du tout à celui d'avant.
Lecornu s'est imposé comme l'une des figures les plus solides de la scène nationale, tandis que Marine Le Pen, fragilisée comme jamais, voit monter des doutes jusque dans ses propres rangs. Le débat public, longtemps noyé dans l'émotion et les slogans simplistes, s'est étonnamment recentré sur les faits, les chiffres, le concret. Dans les amphithéâtres des écoles de sciences politiques, on analyse désormais avec sérieux ce qu'on appelle l'instant Lecornu. Comment démonter le populisme sans hausser la voix? Comment garder un sang-froid absolu face à la provocation? Comment transformer un guet-apens politique en boomerang redoutable pour celui qui l'a tendu? De son côté, Marine Le Pen a encaissé une leçon rude, mais incontestablement formatrice. L'arrogance a une date de péremption et l'opposition systématique finit toujours par épuiser même ses propres troupes. En privé glissant quelques mots à ses fidèles, elle aurait admis « Lecornu m'a donné la plus grande leçon de ma carrière. Il m'a fait ouvrir les yeux d'une manière brutale, j'étais devenu le miroir exact de ce que j'avais passé toute ma vie à dénoncer. » Et ce basculement colossal, ce séisme politique qui a redessiné le paysage national est né d'une seule ligne. 47 secondes. 23 mots aiguisés comme une lame. Une phrase qui, à elle seule, a fait éclater une véritable révolution dans la vie politique française. Mais cette transformation ne s'est pas achevée ce jour-là. Dans les mois qui ont suivi ce duel mémorable, un changement beaucoup plus vaste et profond s'est infiltré dans la conscience collective du pays. Ce n'était pas uniquement Marine Le Pen qui avait essuyé une défaite spectaculaire, c'est tout un modèle politique fondé sur la peur, les demi-vérités et la manipulation affective qui s'est retrouvé mis à nu, désossé devant la nation et finalement rejeté. Très vite, les spécialistes de la vie publique ont baptisé cet épisode le « moment Lecornu », un jalon que certains n'hésiteront plus à comparer aux grandes ruptures politiques de la vieille République. Les universités s'en sont emparées, mémoires, thèses, séminaires entiers consacrés à cet instant pivot. Les librairies se sont remplies d'ouvrages décortiquant l'événement. Même les chaînes de télévision ont produit des documentaires fouillant chaque réplique, chaque geste, chaque changement d'intonation de ce duel devenu légendaire. Ce qui fascinait le plus les experts, ce n'était pas l'échange en lui-même, mais la mécanique invisible qui l'avait rendu possible. Contrairement à l'image spontanée que beaucoup s'étaient faite, la réponse de Lecornu n'avait rien d'un cri du cœur ou d'un sursaut d'orgueil. Tout avait été anticipé, construit avec une précision chirurgicale, puis déroulé avec une finesse implacable. Une opération politique menée comme un stratège chevronné et non comme un homme piégé par l'émotion. 6 mois après la scène qui avait bouleversé le pays, un ouvrage signé par Claire Dubois, l'architecte silencieuse de la riposte de Lecornu, a mis au jour des coulisses inattendues. Elle y dévoilait calmement ce que personne n'avait compris à l'époque. Nous avions cartographié chaque possibilité, confiait-elle. Rien n'était laissé au hasard, nous savions quel angle Marine Le Pen choisirait, quel piège elle tendrait, quelle phrase elle utiliserait pour provoquer. Pour chacune de ces trajectoires, nous avions une réponse calibrée. Mais surtout, nous avions arrêté une règle d'or, ne pas encaisser, riposter oui, mais uniquement avec des faits, jamais avec la colère. Ces révélations ont fait éclater un débat brûlant dans les cercles politiques. Certains y voyaient une manœuvre froide presque machiavélique. D'autres saluaient un exercice de rigueur, une démonstration de ce que pouvait être une stratégie politique maîtrisée. Mais un point ne souffrait aucune contestation, la méthode Lecornu fonctionnait. La confiance des Français envers son gouvernement ne cessait de grimper. Les projets de loi qui, en temps normal, auraient déclenché des batailles interminables, franchissaient désormais l'hémicycle avec une aisance inattendue. Effet presque impensable quelques mois plus tôt, une poignée de députés du RN votaient parfois aux côtés du gouvernement lorsqu'un texte leur paraissait juste. Pour Marine Le Pen, les semaines qui ont suivi cette déroute publique ont ressemblé à une longue traversée du désert. Elle s'est presque volatilisée du paysage médiatique, n'apparaissant qu'à de très rares occasions, et chaque apparition tranchait radicalement avec son tempérament habituel. Fini les formules cinglantes, les attaques frontales, le ton martial, elle parlait désormais avec prudence, presque sur la pointe des pieds, comme si chaque mot risquait d'aggraver encore sa blessure politique. Dans les couloirs du Rassemblement national, les fissures se faisaient désormais visibles à l'œil nu.
Jordan Bardella, jusque-là dans l'ombre de sa mentor, occupait de plus en plus l'espace public. Chaque interview, chaque plateau télé renforçait son ascension. Plusieurs cadres commençaient même à murmurer qu'il pourrait bien représenter l'avenir du parti, celui qui prendrait la relève, lorsque Marine Le Pen finirait tôt ou tard par passer la main. Les 50 députés qui avaient choisi l'abstention lors du vote de confiance ont rapidement formé une sorte de faction officieuse dans les rangs du RN, un mini-courant interne déterminé à bousculer les vieilles habitudes du parti. Leur mot d'ordre sortir de la logique du non permanent. Ils plaidaient pour une ligne plus mature, capable d'apporter de vraies propositions, plutôt que de dégainer éternellement les critiques faciles. À leurs yeux, être une opposition sérieuse signifiait contribuer au débat, pas juste hurler depuis la tribune. Et puis vint décembre 2026. À Nice, pendant le congrès annuel du Rassemblement national, toutes ces tensions accumulées ont explosé au grand jour. Une première historique. Pour la première fois depuis la création du mouvement, Marine Le Pen se retrouvait publiquement challengée par les siens. Un jeune député, tout juste élu en 2022, a pris la parole devant la salle, le ton ferme, presque solennel. « Madame Le Pen, personne ici ne remet en cause votre contribution immense à ce parti. Mais il faut regarder la réalité en face, notre méthode est dépassée. Les Français ne veulent plus de slogans martelés, mais des réponses concrètes. Ils attendent que nous bâtissions au lieu de démolir. Si nous refusons d'évoluer, c'est notre crédibilité entière qui s'effondrera. » La salle entière s'était figée comme suspendue en plein vol. Une telle scène n'avait jamais eu lieu dans l'histoire du RN. Marine Le Pen, d'ordinaire prompte à répliquer, était restée parfaitement immobile, les traits rigides, mais les yeux attentifs. Puis, contre toute attente, elle avait demandé la parole. Et au lieu de remettre le jeune député à sa place, elle avait soufflé une phrase que personne n'aurait imaginé entendre d'elle. « Peut-être que vous touchez juste. Peut-être qu'il est temps pour nous d'emprunter un autre chemin. Le monde bouge et nous serions naïfs de croire que nous pouvons rester immobiles. » Ce court aveu avait déclenché un véritable séisme politique. Les médias parlaient déjà d'un renoncement historique, d'un virage idéologique inédit. Beaucoup y voyaient en fait les premiers signes d'une retraite organisée, d'un retrait progressif d'une figure qui avait dominé son parti pendant des décennies. Pendant que le RN connaissait ce tremblement interne, Sébastien Lecornu avançait tranquillement ses pièces, consolidant chaque semaine un peu plus sa stature. En janvier 2027, lors de la traditionnelle allocution des vœux Emmanuel Macron, lui-même avait salué publiquement le travail de son Premier ministre. Sébastien Lecornu a prouvé qu'il existait une autre manière d'exercer le pouvoir, avait affirmé le président. Il démontre chaque jour qu'on peut être déterminé sans être brutal, qu'on peut défendre ses convictions sans verser dans l'invective, qu'un débat peut se gagner par la solidité des faits plutôt que par des formules creuses. Une reconnaissance publique qui scellait la montée en puissance du Premier ministre. Pourtant, cette pluie d'éloges présidentiels n'a pas seulement consolidé la stature de Lecornu, elle a aussi déclenché un phénomène collatéral inattendu. À mesure que sa cote montait, celle de Macron semblait se ternir. Les enquêtes d'opinion révélaient un paradoxe embarrassant. Les Français plaçaient désormais davantage leur confiance dans le Premier ministre que dans celui qui l'avait nommé. Une situation explosive qui réveillait, comme à chaque période de cohabitation institutionnelle, la rivalité silencieuse entre l'Élysée et Matignon. Très vite, les couloirs du pouvoir et les plateaux télé se sont mis à bruisser de rumeurs. Macron envisagerait-il sérieusement de pousser Lecornu vers la sortie, craignant de voir son propre Premier ministre se transformer en potentiel successeur trop crédible pour 2027 ? Lecornu, parfaitement lucide quant à ces tensions, adopta alors une tactique d'une finesse presque chirurgicale. Dans chacune de ses interventions, il mentionnait le président, avec une déférence irréprochable, rappelait qu'il agissait dans le cadre de la vision du chef de l'État et veillait à ne laisser filtrer aucun signe d'ambition personnelle. Mais c'est précisément cette modestie calculée qui renforça son aura. Aux yeux des Français, il apparaissait comme un responsable calme, discipliné, presque stoïque, exactement le type d'homme d'État auquel on fait naturellement confiance. Ironie du sort, plus il cherchait à ne pas faire d'ombre au président, plus son image grandissait. Mars 2027 a marqué un tournant que personne n'avait vu venir.
Au sommet européen de Bruxelles, Lecornu a littéralement renversé la table diplomatique. Face à des dirigeants souvent inflexibles, il a défendu les intérêts français avec une précision chirurgicale et une assurance impressionnante. En quelques heures, il a réussi à obtenir des avancées majeures sur plusieurs dossiers économiques, bloqués depuis des mois. Même ses adversaires habituels à Paris ont dû admettre qu'il avait réalisé là une véritable démonstration de force. Quelques jours plus tard, la consécration est venue de l'étranger. Le magazine Time a affiché son visage en couverture avec un titre sans équivoque « The New Face of French Politics ». L'analyse était dithyrambique, un responsable politique mêlant acuité stratégique, audace mesurée et une rare droiture personnelle, une combinaison quasi introuvable dans le paysage contemporain. Ce coup de projecteur international a amplifié son aura nationale. Les instituts de sondage, eux, enregistraient des chiffres spectaculaires, 67% d'opinion favorable, un niveau que très peu de premiers ministres avaient atteint avant lui. Même dans les rangs les plus conservateurs et jusque chez ceux qui gravitent à l'extrême droite, l'aura de Lecornu atteignait des niveaux étonnamment élevés. Marine Le Pen, qui observait cette montée fulgurante avec une pointe de frustration mêlée à une certaine admiration contrainte, a lâché une phrase inattendue lors d'une interview en avril.